puisque je pense qu'un certain nombre d'entre vous nous connaissent. Mais donc cette session, elle est co-organisée entre le RAR, Audrey et Auré. C'est pas la première fois qu'on organise ensemble des webinaires et des sessions de ce type. Donc vous avez effectivement une présentation des partenaires qui sont là. Je précise également qu'on est en PowerPoint live, donc normalement vous pouvez revenir en arrière sur les slides au cours de la présentation, enfin en arrière ou avancer sur la présentation. Vous y avez normalement accès en tant que participant. Les intervenants, pour que vous puissiez nous identifier, donc moi je suis Aude de Touché, côté agence Auré. Vous retrouverez Thomas Paysan-Leroux pour le RAR, pour Audrey, Carole Lafont et Samia Chemali. Et puis on aura aussi des experts d'Enedis et de GRDF, donc Maud Trépamarcy et Corinne, qui représentent donc GRDF. Voilà, on se répartira la parole en fonction des sujets. On a articulé la présentation donc avec juste une très rapide actu côté Audrey. On se centre d'abord sur les données de consommation, ensuite données de production, données d'infrastructure, et puis quelques échanges et questions à la fin. Je laisse la parole à Audrey pour une petite session d'actu. Du coup, on vous a fait une petite newsletter avec les actualités. Donc tout d'abord, en fait, on vous en avait déjà parlé, mais on a finalisé, je dirais, la V1 de Tuto Audrey. Donc Tuto Audrey, c'est quoi? C'est un module pédagogique. Je vais vous faire rapidement une petite démo. On a finalisé donc l'intégration de l'ensemble des contenus. Et donc c'est un module assez innovant, ludique. En fait, sur chacune des parties, alors, on a 3 parties, donc Audrey ses fonctionnalités. Là, ça permet aux utilisateurs de savoir utiliser la plateforme avec toutes ses fonctionnalités. Ensuite, on a une section sur le monde de l'énergie et ses données. Donc là, ça vous représente le système gazier, le système électrique, les conseils pour l'analyse des données et on vous mettra tous les ans les chiffres clés de l'année. Donc là, ça va bientôt être actualisé avec les données 2024. Et pour aller plus loin, on va plus sur des cas d'usage. Donc là, on a mis un petit tuto sur le registre national des installations de production et de stockage d'électricité, l'observatoire du biométhane. Aussi une vidéo pour aller plus loin avec tout l'écosystème data, ce qu'on retrouve sur le SDES. Il y a aussi l'agence Auré, les différents acteurs des données énergie. Donc sur chacune des sections, on a un petit quiz pour valider les acquis et puis on a un jeu final qui permet un petit peu de rendre ludique l'expérience et c'est, je pense, un outil assez idéal pour les nouveaux arrivants dans vos différents organismes et puis après ça fait pas de mal aussi à ceux qui connaissent un peu plus de voir s'ils ne découvrent pas des nouvelles choses. Voilà. Je pense que là, le mieux, c'est que vous regardiez, vous alliez un petit peu visiter. C'est des petites vidéos et puis c'est des petites vidéos de 2-3 minutes, c'est assez rapide. Voilà. Concernant le reste, Samia, je te laisse enchaîner rapidement. Oui, alors rapidement, sur le reste des actus, on a mis à jour un certain nombre de jeux de données avec les bilans annuels 2024, donc des jeux de données en commun élec-gaz sur la conso annuelle brute, les productions par filière. Sur la partie élec, donc c'est tout récent, hein, donc ça date de la semaine dernière, c'est encore en cours de finalisation et vous allez trouver tout un ensemble de jeux de données réactualisés. Alors si vous filtrez en mettant, attends, remonte un petit peu Carole pour avoir la liste, en mettant en mots-clés bilan annuel, vous allez tomber sur un ensemble de jeux de données parc, prod, consommation qui ont été réactualisés avec l'année 2024. Vous allez également retrouver le registre qui a été publié la semaine dernière au 31/12/2024 et le registre en cours 2025 qui a été publié tout récemment hier. Vous allez également retrouver des jeux de données portant sur nos infrastructures côté RTE, donc toutes les longueurs et circuits et fils de pylônes du réseau de transport d'électricité et quelques jeux de données sur le marché.
J'ai mis aussi à jour côté RTE sur la partie ELEC les jeux de données relatifs à la directive Inspire liée à notre infrastructure en open data. Donc voilà, c'est les 6 jeux de données que vous pouvez retrouver en filtrant, en mettant Inspire en mot-clé sur Open Data Réseau Énergie. Donc les lignes électriques, les postes, etc. Côté gaz, on a publié des nouveaux jeux de données qui sont des déclinaisons des perspectives gaz, donc les scénarios de production et l'indicateur gaz renouvelable aux horizons 2030 et 2035. On a mis à jour, donc là c'est tout récent, les données locales de production de biométhane. Donc là c'est un jeu de données qui est commun sur l'ensemble des périmètres et qui vous permet d'avoir les productions 2024. Et après on a un certain nombre d'actualités sur la gasification hydrothermale avec les projets de production de biométhane par gasification hydrothermale. Ça c'est tous les projets qui ont été identifiés dans le cadre d'un AMI. Et puis après on a mis à jour 2 jeux de données. Voilà. Et voilà, c'est fini pour les actus. Alors, la première question portait sur, enfin, il y en a eu plusieurs d'ailleurs, portait sur les questions méthodologiques et les écarts entre les différents jeux de données consommation annuelle, hein, qu'on peut appeler données locales de l'énergie ou données article 179 de la loi de transition écologique et pour la croissance verte. Donc, quels sont les écarts finalement entre les jeux de données qu'on va trouver sur la plateforme de l'Agence Auré, celle d'Enedis, celle de GRDF, celle d'Audrey, ou sur le site du SDES? Quels sont ceux qui sont les plus à jour ou quelle est la cohérence? Alors, petit rappel, la réglementation LTECV, hein, elle est codifiée dans le Code de l'énergie. Elle prévoit que les gestionnaires de réseau, qu'ils soient de transport ou de distribution, transmettent les données au SDES, donc le service statistique du ministère. Donc les gestionnaires de réseau sont bien la source des données et réglementairement, c'est le SDES qui doit publier les jeux de données. Il doit les publier à 4 mailles, qui sont celles qui figurent là, hein, adresse, IRIS, PCI, région. Les gestionnaires de réseau, donc de leur côté, ils valorisent également donc, ces données qu'ils produisent. Donc c'est pour ça qu'on va les retrouver aussi sur les plateformes de gestionnaires de réseau. Toutefois, pour répondre aux besoins des utilisateurs, il y a eu différentes méthodologies qui ont été appliquées et il y a eu aussi des nouvelles mailles qui ont été introduites, notamment eh bien, la commune et le département, hein, puisque vous voyez que dans les mailles réglementaires, elles ne figurent pas. Alors, on a tenté l'exercice d'un tableau de synthèse hein, sur les principales caractéristiques des jeux de données publiés par chaque acteur. Alors, ce tableau, il est peut-être un petit peu complexe, mais on part du principe qu'effectivement, vous êtes des experts et que vous ne serez pas donc effrayés par ce tableau. Voilà, on le diffusera évidemment hein, après aussi dans le support, il sera diffusé, puis on le mettra sans doute aussi sur les sites pour permettre de mieux comprendre. Donc, je ne vais pas forcément détailler chaque ligne et chaque case hein, de ce tableau. L'idée, je vous explique un petit peu la logique, et puis vous pourrez peut-être vous repencher dessus par la suite. C'est de dire, donc, on a bien ici le SDES, la publication réglementaire qui est celle du SDES, hein, c'est là effectivement la première colonne ici. Ensuite, on a effectivement les caractéristiques principales des jeux de données de l'Agence Auré, d'Enedis, de GRDF et ceux qui sont présents sur Audrey. Alors, on va retrouver les principales caractéristiques. Donc, quelles sont les énergies? Donc, on va avoir ceux qui ont effectivement des jeux de données distincts pour l'élec et pour le gaz, ceux qui ont intégré dans des mêmes jeux de données l'élec et le gaz, et puis ceux qui n'ont que l'une ou l'autre des énergies, par exemple. Hein, ça, c'est le moyen de lire effectivement ce tableau. Les mailles disponibles, hein, donc je l'évoquais, hein, effectivement, pas de maille département ou commune pour le SDES. Pour les autres, vous le voyez ensuite. Voilà, les différents millésimes, le calendrier de publication également.
Quel est le périmètre de sites raccordés, hein? Est-ce qu'on parle de transport et distribution? Est-ce qu'on parle que de l'un? Est-ce qu'on parle que de l'autre? Quel est le référentiel géographique appliqué? Quel est le traitement appliqué pour les EPCI à cheval? Alors, les EPCI à cheval, hein, c'est effectivement pardon, une question qu'on a souvent, effectivement, pour expliquer des écarts entre les jeux de données. Quelles sont les règles qu'on applique pour les EPCI qui peuvent être à cheval sur plusieurs départements. Je crois même qu'il y en a un EPCI qui est à cheval sur 3 départements, voire sur plusieurs régions. Donc ça peut effectivement créer des distorsions de manière dans les sommes. Et donc, en fonction des acteurs, on n'applique pas forcément les mêmes règles sur le sujet. Voilà, on vous invite à regarder ça aussi. Quelles sont les sources de données? Et enfin, est-ce qu'il y a des données complémentaires qui sont ajoutées ou pas dans les jeux de données? Voilà pour ce tableau. Encore une fois, il est un peu complexe. L'idée, c'est pas de s'appesantir forcément dessus, mais c'est de vous le diffuser et on espère qu'il vous sera utile et qu'il vous permettra effectivement un petit peu de mieux appréhender les écarts ou les différences qu'il peut y avoir entre les différentes publications de nos jeux de données. Alors, si j'avance sur la question d'après, alors, donc on avait des questions sur les évolutions interannuelles. Est-ce que les données sont au même périmètre et actualisées? Donc, GRDF reviendra dessus spécifiquement, notamment sur les consommations de gaz à Marseille. On avait une question un petit peu précise. On a eu une question également sur les difficultés engendrées cette année par le retard d'intégration de données GRDF. Alors cette question, je pense s'adresser notamment à l'agence Auré, donc on y répond. Donc GRDF avait initialement partagé les données au SDES dans les délais réglementaires, et courant octobre, GRDF a procédé à un nouvel envoi de données corrigées au SDES. Donc lorsqu'on a su ça, nous, côté Agence Auré, on a décidé de ne pas intégrer les données GRDF puisqu'elles allaient être corrigées. Donc, c'était des données effectivement erronées. Donc, on ne les a pas publiées, on les a pas intégrées dans notre publication à titre un peu exceptionnel pour éviter effectivement la publication de données erronées. Et dès que le SDES a intégré les données GRDF corrigées, fin décembre, on les a intégrées. Donc c'est effectivement un peu particulier cette année. On est désolé du souci que ça a pu poser, mais ça nous a semblé plus pertinent de ne pas intégrer des données qui allaient être corrigées voilà, dans les semaines à venir, puisqu'on avait connaissance effectivement de ce nouvel envoi correctif de la part de GRDF. J'enchaîne sur la question des mail adresses. La question était pourquoi avons-nous accès à certaines données qui devraient être secrétisées et pas à d'autres qui ne devraient pas l'être? La question, enfin, on n'a pas le détail effectivement des données en question qui auraient pu être publiées ou ne pas l'être. Toutefois, on peut noter que donc, les données à l'adresse ont été republiées et complétées par le SDES assez récemment, hein, donc le 21 février. Donc elles ont été complétées notamment des données des GRD, dont les données avaient été transmises par l'agence Auré, donc elles sont plus complètes. Je pense que ça a réglé aussi les problèmes d'accès à des données qui auraient dû être secrétisées. Voilà, donc on vous invite à récupérer du coup la version des données la plus récente, hein, celle qui a été publiée en février, enfin donc le 21 février par le SDES. Je laisse la parole à GRDF pour commenter l'évolution des données de conso à Marseille. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ah, parfait. Donc bonjour, merci Olga Olivier-Thyssen. Donc je prends la parole et en binôme avec ma collègue Corinne Mbokombe. Et je remercie donc la personne qui a posé cette question qui permet de partager quelques éléments particuliers sur les données à la manière industrie et produits par GRDF
La question concernée est l'historique et le décrochage pour 2020 pardon, des données du secteur industrie dans les périmètres des Marseille pour les données à la Manieris. Donc, pour la droite, vous voyez de reproduction dans des graphes des données du coup à la Manieris pour le périmètre de la ville de Marseille. J'espère d'avoir bien compris la question, donc n'hésitez pas si ces réponses ne répondent pas à la question initiale. Mais voilà ce que je voulais vous partager. Déjà, effectivement, première analyse, et je confirme qu'à la fois la donnée des nombres de PCE, mais aussi de la consommation en 2020 sur le secteur industrie voit un décrochage assez important. Cet décrochage nous semble quand même être en cohérence globalement avec ce qui a été constaté pour différents secteurs d'activité d'ailleurs en 2020 pour les secteurs industrie. Et on voit que les années précédentes et les années suivantes, ça reprend enfin, plutôt constant pour les nombres des PCE et en réalité avec une réduction, une tendance à la baisse pour les données des consommations, ce qu'on constate plus globalement sur ces secteurs. Donc, confirmation du décrochage, mais tout semble fait, nous semble pas incohérent. Mais ces points, ça nous permet de partager quand même 3 points d'attention qui pour nous c'est important. J'espère que c'est utile si vous êtes déjà des experts, donc si jamais ce sont des choses complètement déjà intégrées pour vous, bah, je m'excuse d'avance et j'espère de ne pas vous faire perdre du temps. Mais ce que je voulais vous partager, c'est un premier élément sur les codes 35-30Z qui aujourd'hui, et je reviens sur aujourd'hui, c'est important, est attribué au secteur industrie. Ces codes 35-30Z correspondent à la production et à la distribution des vapeurs et air conditionné. Pour la production et distribution des vapeurs, en gros, on a des gros chaufferies. Des grosses chaufferies et qui aujourd'hui sont dans les secteurs industrie, mais en réalité, si on regarde derrière, on peut avoir différents secteurs d'activité pour chaque point de décomptage. Pourquoi? Parce que ces grosses chaufferies peuvent être soit, par exemple, dans le secteur du bailleur social avec un très grand immeuble et du chauffage centralisé pour les grands immeubles, pour 1 ou 2, 3 grands immeubles, une copropriété avec les mêmes systèmes, donc des grosses chaufferies centralisées qui chauffent les différents immeubles ou un immeuble. Ça peut être les mêmes systèmes, une grosse chaufferie pour un bâtiment tertiaire, un hôpital ou une tertiaire, un bâtiment tertiaire des bureaux publics ou privés. Et ça peut être aussi un réseau de chaleur, donc derrière avec du résidentiel. Donc derrière ce secteur qui aujourd'hui est comptabilisé en industrie, on peut avoir certes de l'industrie, mais on peut avoir aussi du tertiaire ou du résidentiel. Et donc, une analyse fine est nécessaire pour ces secteurs d'activité pour bien comprendre ce qu'il y a derrière. Une analyse fine qui aujourd'hui n'est pas dans nos bases de données parce que ça nécessite vraiment de regarder compteur par compteur qu'il y a derrière. Voilà, point d'attention pour les secteurs industrie et en particulier pour les points 35-30Z. Et j'y reviens dans le 3e bullet point, mais j'ai fait un petit aparté sur la partie sécurisation. Pourquoi? Parce que dans la commune des Marseille, j'ai regardé, il y a la moitié des PCE, donc c'est plutôt vrai pour la partie nombre des PCE, un peu moins vrai sur la partie consommation. Pourquoi? Parce que à peu près la moitié des PCE, c'est du petit professionnel, et l'autre moitié, c'est des entreprises, donc T3, T4 et TP. Et pour les grandes catégories d'activités. Toujours secteur industrie. Pour la consommation, les pourcentages, pas du tout pareil. On est une grosse majorité, mais très, très large majorité, plutôt du secteur, de la catégorie industrie. Et ce que je veux dire, c'est que quand on a beaucoup des petits pros, il peut y avoir un effet aussi, surtout à la Manieris, des secteurs, des sécrétisations qu'on sera expliqué dans la slide suivante. Mais du coup, il peut y avoir un effet localement des sécrétisations locales parce qu'on part avec des données à la Manieris. Donc, par exemple, si
Dans une iris, il y a 13 PCE industrie et que dans une année, il y en a 3-4 qui ne consomment pas et la consommation globale de l'iris n'est pas très élevée sur les secteurs industrie, bah, finalement, la donnée sera sécrétisée. On pourrait avoir du coup un secteur, même si ce n'est pas principal, mais au bord, un petit effet de la sécrétisation pour les petits professionnels industrie. Et je prends encore quelques minutes parce qu'on parle des évolutions et des analyses d'historique. Ah, je ne peux pas revenir en arrière sur la slide. Voilà. Et, je voulais juste prendre quelques minutes sur la partie historique, merci. Et pourquoi? Parce que les données de GRDF ont évolué. Et donc, pour faire une analyse de l'historique, on vous conseille, si vous avez téléchargé sur vos bases de données en 2020, par exemple, les données de 2018 et 2019, on vous conseille de les retélécharger parce qu'elles ont été mises à jour en 2022. Pourquoi? Parce qu'il y a eu deux effets. Alors, je vais vite, mais si besoin, je peux revenir un peu plus de détails. Il y a eu une demande au ministère de changer des secteurs d'affectation du code des données des consommations qui sont concernées des codes 35-30Z, qui au début, nous, on avait mis en résidentiel compte tenu de cette variabilité et des usages dont on a parlé tout à l'heure. Et courant 2000, pour les données 2020, donc courant 2021, les ministères, les SDES nous a demandé de le passer en industrie. Du coup, on a changé des méthodes de sectorisation au fil des lots. Et en deuxième moment aussi, on a changé notre moteur de calcul pour prendre en compte de l'historique des codes NAF et donc donner plus de stabilité à nos données. Par exemple, aujourd'hui, quand on reçoit toutes les codes NAF pour chaque PCE, il y a un PCE qui consomme beaucoup, donc T3, T4, TP, pour lesquels on n'a pas de code NAF. Aujourd'hui, on regarde si l'année précédente, on avait un code NAF pour cette PCE et on l'affecte du coup au secteur d'activité de l'année précédente, compte tenu du fait que tous les PCE ne changent pas les codes NAF, tous les compteurs ne changent pas les codes NAF tous les ans. Donc, ces deux évolutions ont été réintégrées du coup en 2022 et on a republié toutes les données, donc 2018, 2019, 2020, 2021, qui ont été recalculées avec ces deux évolutions, donc pour la secteur d'activité 35-30Z et pour l'historique des codes NAF, ce qui fait que nos données sont plus comparables entre elles et sont plus stables. Voilà, donc ces trois éléments sont importants pour nous de partager ces trois éléments qui peuvent aider dans l'analyse des codes NAF, de la secteur industrie et plus globalement de l'historique et de la comparaison des données entre années. Voilà. J'espère avoir répondu et je regarde la question. J'ai laissé là. Et peut-être juste pour compléter, du coup, par rapport à la republication, donc on parle bien de republication à la fois sur le site du SDES et sur le site GRDF. Oui, alors les sites, la republication. Vous pourrez les retrouver si vous devez les retélécharger, effectivement, vous pouvez aller sur les deux sites. Et Olga, j'en profite parce qu'on a des petites questions du coup dans le chat. Est-ce qu'il y a un code spécifique pour la cogénération et précisément l'identification des serres chauffées au gaz? Alors, justement, alors sur les serres, je ne sais pas, il faudrait que je regarde. Je n'ai pas regardé ça en détail. Pour la cogénération, il y a un slide un peu plus tard qui parle de la cogénération, mais malheureusement, je peux dire qu'effectivement, on peut trouver du 35-30Z, mais pas que. Et ça aussi, ça dépend du projet. Mais on revient un peu plus tard sur la cogénération. Je laisse la parole. Alors, on a remis là les règles de secrétisation qui ont pu être évoquées.
Donc elles sont pas nouvelles, peut-être juste pour rappel ces règles, donc elles sont applicables depuis le millésime 2018, hein. Il y a eu effectivement un changement de méthodologie suite à l'évolution de l'arrêté et du décret concernant les données locales en 2018. Donc on peut effectivement, et c'est une question qui nous a été posée encore récemment, constater une rupture méthodologique. On la voit assez bien dans les données à partir du millésime 2018, puisque les données des petits professionnels étaient, avant 2018, assimilées au résidentiel, ce qui n'est plus le cas depuis lors. Voilà, donc on nous a rappelé ce tableau et les règles de secrétisation associées. Alors, je laisse la parole à Enedis. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Alors, on a eu une question d'explication de la secrétisation de certaines données, notamment sur, il y avait un exemple sur la ville de Tourcoing, où les données, notamment des petits pros dans le secteur tertiaire, étaient masquées à la maille commune, alors que manifestement, il n'y avait plus de 10 sites tertiaires sur la commune. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, les règles de secrétisation que Aude a rappelées précédemment, mais ça, c'est ce qu'on appelle un petit peu dans notre jargon le secret direct. Mais il y a aussi le secret induit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on puisse reconstituer des données sensibles par croisement de données. Et il se trouve qu'à Tourcoing, il y a un iris sur lequel il y a strictement moins de 10 sites tertiaires. Et sur cet agrégat, eh bien, la consommation annuelle est inférieure ou égale à 50 MWh. Donc cet iris est masqué, en fait, hein, sur les professionnels tertiaires. Et c'est le seul iris qui est masqué sur la commune. Donc en fait, si on donnait le total de consommation sur la commune, eh bien, par soustraction entre ce total de consommation sur la commune et la consommation sur les autres iris sur lesquels la donnée est affichée, eh bien, on pourrait retrouver par simple différence la consommation de l'iris que l'on voulait masquer. Donc c'est pour ça que parfois, vous voyez des données masquées sur des mailles qui peuvent être assez grandes, comme une maille commune, et parfois ça peut même arriver sur des mailles un peu plus grandes. Et c'est tout simplement pour protéger les données de mailles géographiques qui sont plus petites et qui, elles, doivent être secrétisées. Voilà. Donc il y avait une autre question qui portait sur la difficulté de mise en cohérence entre les sommes des données locales et les données régionales. Alors, il conviendra de regarder effectivement plus en détail le cas en question, hein, pour pouvoir apporter une réponse, mais parmi les éléments, il y a en effet ce qui vient d'être expliqué à l'instant par Maud en termes d'impact de la secrétisation. Il peut y avoir aussi des cas de PCI à cheval, donc je le mentionnais tout à l'heure. Ce sont des cas où effectivement, lorsque certaines PCI sont sur plusieurs départements, voire plusieurs régions, eh bien, on a effectivement des questions de sommes qui sont pas, on va dire, évidentes. Il faut voir quelles sont les règles qui sont appliquées cas par cas, mais ça peut expliquer des écarts avec les données au niveau de la région.
Je vois une question. Alors, sur la partie rupture historique, je pense que c'était sur le slide précédent et sur la rupture de 2018, indiquant que le SDES a développé une méthode pour corriger l'historique. Avez-vous envisagé de l'appliquer? Alors, je ne sais pas si le SDES est présent aujourd'hui et veut évoquer cette méthode. En tout cas, pour les opérateurs, on n'a pas prévu aujourd'hui de l'appliquer. Donc, s'il n'y a pas d'intervention supplémentaire sur cette question, je passe à la question suivante, qui portait sur l'identification de données liées au transport. Aude, Oui. pardon. Il y a Thierry qui a écrit dans le chat comme quoi il n'a pas la possibilité d'activer le son. Ah d'accord, très bien, pardon. Effectivement, j'avais coupé les sons. Hop, voilà. Ça devrait... Tac. Bonjour, vous m'entendez? Oui, Voilà. Donc du coup, en fait, je comprends pas très bien la question. Qu'est-ce qu'il veut dire par une méthode pour corriger l'historique de quoi? Parce que là, en fait, je vois pas du tout de quoi il s'agit. alors du coup, je laisse la parole, je pense que c'est Aliette. Voilà, Aliette Lacroix, le micro est autorisé. Merci beaucoup. Donc, Aliette Lacroix de l'Observatoire de l'environnement en Bretagne. J'ai été en contact avec vous, avec Christophe Meillac, cette semaine ou la semaine dernière. En fait, dans les données régionales de l'énergie, la consommation d'électricité et de gaz a été rétropolée pour l'historique avant 2018. Donc dans les données diffusées uniquement par le SDES. Et donc j'étais étonnée parce que du coup les données sont très différentes de celles des données locales diffusées sur le site de l'agence Auré notamment. Donc la consommation du secteur résidentiel est beaucoup plus faible dans les données régionales du SDES pour l'électricité et le gaz que dans les données locales sur la période donc 2014-2018. Et du coup, moi, je trouve que c'est très pertinent d'avoir fait cette correction, puisque effectivement, ça permet davantage d'avoir une analyse, enfin, une évolution cohérente pour chacun des secteurs, et donc ça permet de faire de l'analyse d'évolution secteur par secteur, ce qu'on cherche souvent à faire à la maille régionale, en tout cas en tant qu'observatoire de l'énergie. Et j'aurais souhaité avoir plus d'informations sur cette méthodologie et voir, il me semble que ça pourrait être pertinent même de l'appliquer aux données locales qui sont diffusées sur le site de l'agence Auré. J'ai contacté, j'ai refait une réponse à Christophe Meillac parce il m'a fait un premier retour concernant la méthodologie qui était appliquée mais qui ne me permet pas de l'appliquer moi. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. J'espère que j'ai clarifié le sujet. On parle. Oui, bonjour, c'est Christophe Meillac. Bonjour, merci. Oui, j'ai des petits problèmes sur mon ordinateur. Enfin, j'ai pas de son. Donc, je suis avec Thierry. Oui, alors je pense pas qu'on puisse appliquer. Alors d'abord, la méthode, elle a été développée par des gens qui étaient avant nous. Donc il faut faut regarder dans les archives ce qui a été fait, ce qui est pas forcément très facile. Mais à mon avis, la méthode, elle peut pas être reproduite sur les données brutes. En fait, nous, on a garanti en fait, on a rétropolé les données en appliquant des règles, mais à un niveau très très agrégé. Et donc, ça ne garantit absolument pas on ne peut pas garantir que la méthode au niveau, si on appliquait la méthode à un niveau plus détaillé, en fait, ce soit cohérent. Donc, je ne pense pas qu'il faille corriger les données brutes qui sont mises en ligne. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'était uniquement la maille régionale. J'entends qu'effectivement, si on descend à une maille plus fine, ça n'a pas forcément de sens.
Mais je me disais qu'à la maille régionale, déjà, ça permet déjà beaucoup de choses si on rajoute cette correction-là. Oui, mais alors, enfin, ça, c'est ce qu'on fait, ça, c'est ce qu'on a fait dans les bilans régionaux. C'est-à-dire, quand on retraite les données, à mon avis, il faut pas. Il y a deux choses, hein. Il y a les données brutes qui sont mises en ligne, et je pense que les sites, ils mettent en ligne les données brutes, et après, c'est les utilisateurs qui doivent corriger. Donc, je pense pas qu'il faille corriger, sauf si on fait un bilan comme nous ce qu'on fait sur le bilan régional. Après, la méthode, enfin, la reproduire, je ferai une réponse. J'avais prévu de faire une réponse, mais je ne sais pas si ça intéresse les autres, hein. Bah, en tout cas, pour le réseau RAR, si vous me répondez, je pourrais partager à ceux que ça intéresse. On a des GT spécifiques pour les observatoires régionaux, parce qu'il y en a d'autres que ça peut intéresser pour la maille régionale, je pense. Mais je ne suis pas sûr que ce soit très, très. Enfin, voilà, je vais vous faire une réponse, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse reproduire complètement. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup pour votre retour. Merci. Merci. Et puis, on pourra effectivement diffuser aux participants ou sur nos sites aussi, hein, la réponse. Je pense que ça pourrait intéresser effectivement d'autres interlocuteurs. Alors, si je poursuis donc, sur les données de transport, donc c'est un sujet qui est effectivement bien identifié. C'était une demande récurrente, hein, des acteurs, hein, des territoires, dès l'émergence du dispositif données locales de l'énergie. La difficulté, elle réside dans le fait que les gestionnaires de réseau n'ont pas accès à une donnée permettant d'identifier clairement les consommations liées au transport. Donc on ne peut pas effectivement donner plus que ce qu'on a. Donc pour rappel, la réponse qui avait été apportée lors du webinaire 2024, je laisse RTE du coup, et GRDF compléter sur ces points, mais vous retrouvez les éléments à l'écran. Oui, alors je rappelais juste que côté RTE, on met à disposition un jeu de données sur la consommation finale annuelle par secteur d'activité, dont le ferroviaire fait partie, et qu'on construit ce jeu de données à partir des codes NAF. Donc je ne sais pas si ça peut répondre à l'attente de l'utilisateur à ce sujet. Bonjour à tous, Corinne Bokoumbe, experte gouvernance data chez GRDF. En complément pour la distribution, nous, les seules données disponibles sont celles sur la partie conso annuelle par code NAF, avec des réserves notamment sur la qualité et la complétude de ces codes NAF qui nous sont transmis par les fournisseurs de ces consommateurs. Mais dans la slide qui suit, on développe, parce qu'il y a une autre question un peu qui est liée à ça, où on partage ces différents éléments. Pour reprendre la question qui est plus un besoin même, le besoin est d'obtenir des données de consommation GNC à la maille commune ou à la maille EPCI, avec la possibilité d'identifier le secteur de consommation via les 4 secteurs d'activité, donc recherche, tertiaire, industrie, agricole. Comme partagé précédemment, on a conscience du besoin, et cette demande nous a été aussi partagée notamment via le RAR ou l'Audrey ou même certains observatoires. Actuellement, donc nous en interne côté GRDF, on est en train de réaliser une étude de faisabilité. L'idée de cette étude, c'est donc premièrement de valider le respect de la réglementation, notamment autour des données sensibles, parce qu'il y a un vrai sujet autour de ça. Et le deuxième point, c'est notamment de valider les mailles, donc des mailles temporelles et les zones sur lesquelles on peut partager ces informations. Actuellement, vraiment, donc côté GRDF, on est en train de mettre les différentes parties prenantes autour de la table pour valider ce qui peut être fait d'un point de vue réglementaire et technique. On a conscience, nous, de vos besoins à vous. Donc, pour toutes les personnes qui sont présentes et qui ont notamment des besoins, n'hésitez pas à me contacter. Et en fonction de ça, on verra comment on pourra avancer sur ce besoin-là vous concernant, et également vous partager l'avancement de cette étude de faisabilité. Je laisse la main à Carole ou à... Oui, bah, côté Natran, en fait, je dirais que le jeu de données, il est prêt. On a des migrations en cours, donc on n'a pas pu le publier pour le moment, mais je dirais il sera publié d'ici, je pense, d'ici un mois ou deux sur Audrey.
à la maille EPCI annuelle. Et donc, est-ce qu'il y avait la question sur la COG, je pense, sur la slide précédente. Donc, je veux bien retourner. Merci, désolée. Mais ça m'est permis parce que je crois qu'il y avait justement la question sur les serres et la cogénération. Donc, ça me permet de répondre, de donner une première réponse. Pourquoi? Parce que la cogénération, enfin, je vais discuter avec mes collègues qui s'occupent de la cogénération et ce qu'on peut dire aujourd'hui pour GRDF, c'est que la cogénération sont des projets de taille variable, des sites qui peuvent être aussi variables. Ça peut être pour un site industriel, pour un site tertiaire. Donc, si on veut avoir une exhaustivité, une complétude et une précision 100%, c'est assez complexe. Parce qu'il faut connaître des choses qui parfois nous échappent parce que nous n'avons pas en connaissance fine de tous les consommations, de tous les PCE, les 11 millions des PCE qui sont derrière. On utilise les codes NAF qui nous sont fournis pour faire cette sectorisation. Et donc, il y a des imprécisions. En revanche, il y a une partie des consommations assez importantes qui nous semble être vraiment en lien avec les codes NAF 35. Donc, alors, je ne sais pas si tous les serres sont code NAF 35, mais ça vaut la peine éventuellement de faire un test. Je crois que c'était l'Observatoire Bretagne qui avait posé cette question. Avec certaines adresses, par exemple, on pourrait regarder certains cas précis de confirmer ou pas. En tout cas, dans les codes 35, il peut y avoir aussi de la cogénération. Donc, ça peut aussi répondre à une partie de cette question-là, mais je ne peux pas dire que c'est exhaustif. Sauf que pour être exhaustive et donner toute la liste des codes NAF qui pourraient avoir, derrière lesquels il pourrait y avoir de la cogénération, il est nécessaire pour nous, il serait nécessaire pour nous d'avoir une connaissance très très fine de tous les vrais secteurs d'activité, de tous nos PCE. Aujourd'hui, nous n'avons pas cette connaissance. Donc, je pense qu'en première analyse, les codes 35 peut donner des informations relatives, y compris à des cogénérations, mais que ce n'est pas exhaustif. Voilà pour la réponse que je peux donner à ces jours. Désolée, je n'ai pas mis la caméra. Voilà la réponse que je peux donner à ces jours. J'espère que ça aide quand même les analyses locales. Merci. Alors, merci. On avait ensuite une série de questions sur les liens qui peuvent être faits avec la BNDB, avec le RNB, avec la BAN. Donc, je laisse Enedis et GRDF apporter quelques éléments de réponse sur ces points. Merci Aude. Alors pour Enedis, déjà ce qu'on peut préciser, c'est qu'à date, les données de consommation électrique sont agrégées à la maille adresse et pas à la maille du bâtiment. Donc on utilise un référentiel adresse et pas un référentiel bâtiment. Et le référentiel adresse sur lequel on se base est le référentiel postal. Alors on avait déjà eu cette question l'année dernière, et notamment par rapport aux difficultés de faire le rapprochement entre les adresses qui sont normalisées sur le référentiel postal et les adresses qui sont normalisées sur le référentiel de la BAN. Et donc, ce qu'on a prévu de faire, on est en train de travailler dessus, c'est dans le jeu de données consommation à la maille adresse, c'est d'ajouter l'identifiant BAN et aussi des éléments de coordonnées GPS de la BAN. Donc ça, ce sera fait courant 2025, ce qui permettra de faciliter le rapprochement des adresses et de faciliter le travail par rapport à notre jeu de données consommation par adresse. Je donne la main à GRDF. Oui. Donc effectivement, nous, côté GRDF, les référentiels donc, de l'adresse BAN, RNB ou BNDT
sont utilisés chez GRDF, mais de manière en tout cas spécifique, donc sur des demandes ponctuelles, spécifiques. Dans la même logique que ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi une étude qui est en cours de notre côté avec les équipes Data Quality, afin notamment de permettre le déploiement de ces référentiels sur l'ensemble de nos données consommation en open data. C'est encore difficile pour nous de vous donner une date d'atterrissage sur cette étude, mais par contre, ce qu'on peut faire, et c'est, je pense, aussi le but de l'exercice aujourd'hui, c'est de s'identifier les uns et les autres sur les différents besoins. Donc, de venir vers moi si vous avez des demandes spécifiques pour voir comment on peut les traiter ensemble, notamment aussi ponctuellement, parce que ça aujourd'hui, on sait faire. On a la possibilité de traiter des demandes ponctuelles et spécifiques. Ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est de mettre en place un déploiement automatique sur nos données conso en open data. Voilà. Merci Corinne. J'en profite pour indiquer notamment à Maud une question sur la maille PNR. Donc, je pense que c'est les parcs naturels régionaux, sauf erreur. Je crois que ça s'adresse à Enedis, savoir comment sont construites les données adresses sont bien publiées sur le site du SDES. Donc, s'il y a besoin d'éléments supplémentaires, peut-être qu'il faudrait le préciser dans le chat si la personne qui a posé la question est présente aujourd'hui. Et on avait aussi une question sur l'implémentation des API Enedis et GRDF. Alors, on n'a pas compris effectivement sur quoi porter exactement la question. Un petit rappel de la part d'Enedis et de GRDF à qui je vais laisser la parole, mais si la personne qui avait posé la question peut préciser sur quoi cela portait, peut-être qu'on pourra davantage répondre précisément. Voilà. Sinon, effectivement, Enedis et GRDF rappelaient qu'il y avait bien des onglets API accessibles sur chacun des jeux de données publiés en open data en cliquant sur l'onglet dédié. Alors, on a quelqu'un qui peut préciser la question 1. Hop, alors attendez que je... Oui, je suis Vincent Huret de Nantes Métropole. J'avais posé cette question. Déjà, merci pour l'organisation de cet atelier. Sur l'explicitation de ma question, ça concerne en fait le fait de pouvoir s'entendre sur ce qu'on considère comme une information commercialement sensible, et plus précisément même la donnée annuelle de consommation d'un point hors secteur résidentiel, à ce titre, titre en tout cas des éléments réglementaires que je précisais, nous paraît communicable en fait, et elle l'est rarement dans les jeux de données adresses en fait. J'insiste sur le hors secteur résidentiel. Et du coup, j'aurais bien aimé avoir une compréhension sur ce qui justifie pour Enedis et GRDF, et puis même potentiellement RTE, et Natran, la non-publication de ces informations. Je parle bien de la donnée de consommation annuelle pour un point de consommation hors secteur résidentiel. Alors, je peux peut-être prendre la parole pour Enedis. Donc, nous, ce qu'on publie, ce sont les données de consommation à maille adresse pour effectivement les résidentiels, mais aussi les entreprises. Et ce qu'on appelle les entreprises, c'est ce qui est défini dans la loi de transition énergétique. C'est toutes les entreprises qui ont une puissance souscrite de plus de 36 kVA. Entre ces deux catégories de consommateurs, il y a ce qu'on appelle les petits professionnels, qui sont en fait des petites entreprises qui ont une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA. Et là, pour le coup, le décret qui découle de cette loi ne nous autorise pas à publier ces données-là à la maille adresse. Je ne peux pas vous donner d'explication ce fois, mais en tout cas, de notre côté, nous n'avons pas la possibilité de publier en open data ces données-là. Je ne sais pas si je prends la parole, si c'est Corinne côté GRDF. Non, vas-y, tu peux, Olga. Alors, du coup, c'est exactement la même chose que par rapport à ce qu'il y a précisément pour l'électricité. On fait les pendants côté gaz. La petite différence, c'est que les petits professionnels sont pour les gaz, sont les T1 et T2, du coup, avec du code NAP. Du coup,
On publie tout ce qui est entreprise, les T3 qui correspondent au tarif T3, T4, TP, sont bien publiés. Le résidentiel est bien publié, mais pareil, les petits professionnels ne sont pas publiés à l'adresse conformément à la réglementation. Elles sont publiées à la maniériste, etc. D'accord. Merci pour ta réponse. Donc, du coup, je comprends que les grands professionnels voient leur consommation annuelle quelque part publique sans que... Oui. On est d'accord. Ok. Oui, absolument. Et elles sont bien accessibles sur le site du SDES ou des opérateurs. Vous pourrez les retrouver. Selon effectivement les règles qui sont rappelées à l'écran. Je vous remercie. Alors, nous avions des questions sur l'information lorsque des données sont actualisées. Alors, c'est une suggestion, plus exactement, plus qu'une question. Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on a eue à plusieurs reprises. Pour l'agence Auré, Enedis et RDF, cette suggestion a déjà été remontée aussi à nos éditeurs Open Data. C'est pas si simple que ça de s'abonner à jeu de données par jeu de données aux notifications. Hein, c'est manuel, donc c'est un peu complexe. En tout cas, je pense que nos éditeurs Open Data sont bien informés de ça et que ça devrait pouvoir évoluer dans les mois qui viennent. Je laisse peut-être Audrey compléter. Ouais. Et peut-être aussi, je termine juste là-dessus, hein, pour le SDES, on avait effectivement remonté aussi la suggestion. Donc la date d'actualisation des données est bien indiquée. Et puis, comme vous mentionniez, enfin comme c'était mentionné dans la question, on peut sur la plateforme du SDES s'abonner à des parutions. Mais pour autant, voilà, il faut aller voir la date de modification. Et on a bien conscience, les uns et les autres, que c'est pas forcément évident, du coup, d'avoir l'information directement, quoi. Alors, je complète pour la partie Audrey. Donc, effectivement, sur Audrey, on a beaucoup de jeux de données qui seront mis à jour automatiquement. Donc, ça, on va également essayer de voir avec notre éditeur ce qu'il est possible de faire. Donc, c'est compliqué, comme tu le disais, Aude. Mais pour tout ce qui est actualisation manuelle, donc il y a un certain nombre de jeux de données que nous mettons à jour manuellement. Là, on prend note et on prend le point et on vous informera du coup via notification mail d'une mise à jour majeure sur les jeux de données. Mais pour ça, il vous faut vous inscrire et vous abonner aux jeux de données. Et là, ce sera effectivement en back-office du jeu de données à nous de le faire manuellement et de vous notifier à chaque actualisation ou mise à jour majeure sur le jeu de données. Donc, il est possible de le faire sur la partie des jeux de données qui est mise à jour manuellement. Et donc, je prends le point et je le ferai. Alors, Samia, on a des questions sur qu'appelez-vous une mise à jour majeure? Et il y a effectivement des questions qui disent qu'il est parfois difficile de distinguer des mises à jour de données et des jeux de données. Oui, alors ça, c'est possible. On sent qu'il y a effectivement une question autour de il y a une question, effectivement, c'est... Alors, sur la mise à jour majeure, ce que j'appelle mise à jour majeure, c'est notamment les mises à jour mensuelles du registre ou les mises à jour annuelles, comme j'ai pu le faire sur toutes les données annuelles la semaine dernière sur l'arrivée des données 2024. C'est ce que j'appelle mise à jour majeure. Donc, c'est la modification des données en elles-mêmes. Après, il est possible de voir aussi sur le jeu de données quand il a été modifié et on peut aussi voir si c'est une métadonnée ou la donnée qui a été mise à jour. Ça, c'est possible de le voir actuellement sur les jeux de données. On a la date de dernière modification et le détail de la modification. Ça peut aussi donner une indication à l'utilisateur de la modification effectuée. Très bien. Alors, nous avions ensuite des questions donc sur la thermosensibilité. Avec donc la question que vous voyez là, hein, effectivement, un intervenant qui trouvait que les valeurs étaient basses. Donc je laisse la parole à Maude qui a préparé un petit zoom sur la thermosensibilité. Merci Aude. Alors déjà, oui, avant de répondre à la question, je voulais rappeler ce qu'était la thermosensibilité, parce que c'est aussi une notion qui est
parfois un petit peu obscure. Donc la thermosensibilité, ça représente la variation de la consommation d'énergie engendrée par une variation de la température au-delà d'un certain seuil. Donc quand on parle de thermosensibilité d'hiver, par exemple, eh bien ce seuil de température, il va être en fonction des régions autour de 14, 15, 16 degrés. Et en dessous de ce seuil, on considère qu'il y a une corrélation entre la consommation et la température. Donc en fait, la thermosensibilité, c'est l'influence de la température sur la consommation d'énergie. Donc ça vaut pour de la consommation électrique, mais aussi de la consommation gaz. Donc quand on parle de thermosensibilité d'hiver, évidemment, on pense principalement à l'usage chauffage. Il y a un petit peu d'eau chaude, il peut y avoir un petit peu d'autres choses, mais c'est globalement l'usage chauffage. Et quand on parle de thermosensibilité d'été, on parle globalement d'usage climatisation. Donc si on se donne un petit exemple tout bête, si on se dit qu'une baisse de température de 1 degré en dessous de ce fameux seuil de température qui est autour des 14-15 degrés, donc si la baisse de température de 1 degré fait augmenter la consommation de 10 kWh, eh ben, on dit que ça correspond à une thermosensibilité de 10 kWh par degré jour. Voilà, ça c'est la thermosensibilité. Ensuite, on définit une autre notion qui en découle et qui est la part thermosensible et qui est peut-être beaucoup plus facile à sentir. C'est en fait la part de la consommation d'énergie qui est sensible aux variations de température. Donc, on va se dire, par exemple, qu'un ménage qui est chauffé avec un chauffage électrique, peut-être que sur l'année, il va dédier 30% ou 25% de sa consommation électrique au chauffage, en fonction de est-ce qu'il est peut-être pas très bien isolé, voilà. Et on va dire que la part thermosensible, dans ce cas-là, c'est 25%. Voilà pour la définition. Passer au slide suivant. Par rapport à cette définition, on a travaillé sur la méthode pour calculer ces données de thermosensibilité. Je vous en parlerai dans quelques minutes de la méthode. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est une méthode qui a été travaillée très sérieusement et qui a fait l'objet d'un partage avec GRDF et avec l'agence Auré et d'une publication conjointe de la méthodologie qui est publiée qui est publiée en open data avec les jeux de données. Par rapport à Enedis, qu'est-ce qu'on publie sur la thermosensibilité? On publie un jeu de données en open data sur la thermosensibilité résidentielle. On accompagne, on sait que c'est quand même assez complexe, on accompagne ce jeu de données d'une data visualisation que vous voyez au milieu, qui permet de voir aux différentes mailles, de la maille iris à la maille région, les niveaux de thermosensibilité entre ces mailles. Donc par exemple, sur l'image, on voit 3 mailles rose sombre. Eh bien, ce sont les zones géographiques où il y a le plus de thermosensibilité, qui sont les plus sensibles à la température. Et puis à côté, on affiche un petit histogramme où on voit année après année l'évolution de la consommation qui est séparée entre une barre gris sombre qui correspond aux usages non thermosensibles, donc tout ce qui est électricité spécifique, l'éclairage, le Wi-Fi, tout ce qui est lave-linge, four, etc. Voilà, toutes les ventilations, tout ce qui fait partie de l'électricité de la consommation d'électricité qui ne dépend pas de la température et qui est évidemment assez stable. Et puis, on a une partie en bleu qui correspond à la part qui, elle, correspond aux usages qui sont thermosensibles, aux usages qui dépendent de la température. Et puis, donc, comme je disais tout à l'heure, on a une documentation qui est très détaillée, qui a été faite avec l'agence Auré et avec GRDF pour bien expliciter comment on fait ces calculs. Et puis, on a un petit encart qui s'appelle « Comprendre le sujet » qui nous permet, de redire un petit peu ce que j'ai expliqué et
voilà, de donner des clés de compréhension de cette grandeur qui n'est pas très concrète, on va dire. Voilà. Alors, la thermosensibilité, à quoi elle sert? Eh ben, en fait, nous, ce qu'on identifie, notamment par rapport au retour des différents internautes qui nous posent des questions et qui nous expliquent comment ils utilisent cette donnée, ce qu'on voit, c'est qu'ils l'utilisent pour 2 grands cas d'usage. Le premier cas d'usage, c'est le suivi de la consommation d'un territoire. Quand on veut suivre la consommation sur son territoire, eh bien, on est un peu gêné par l'impact climatique, par le fait que d'une année à l'autre, eh ben, il peut faire plus ou moins froid. Et c'est particulièrement vrai sur le secteur résidentiel qui est très thermosensible. Il y a aussi le secteur tertiaire qui est assez thermosensible. Et en fait, ces effets, ces variations qui sont induites par la température peuvent être suffisamment importants pour vraiment gêner, pour gêner le suivi de la consommation. Et du coup, avec la donnée de thermosensibilité, cette donnée permet de corriger des effets du climat, la consommation, et finalement de tracer des chroniques d'historique de consommation en faisant abstraction des effets du climat. Et là, pour le coup, on peut vraiment faire un suivi. Et par exemple, une collectivité qui a mis en place un programme de sensibilisation, à la maîtrise de l'énergie, si elle veut voir les effets de cette campagne de sensibilisation, eh bien, elle sera très contente de pouvoir le faire en regardant l'évolution des consommations une fois corrigées des effets du climat. Le deuxième cas d'usage, c'est le cas d'usage rénovation thermique, puisqu'en fait, les acteurs qui sont responsables de la rénovation thermique, ou alors des collectivités qui veulent lancer une politique de rénovation sur leur zone géographique, elles ont besoin de voir si finalement, de voir les effets de cette rénovation. Et c'est la même chose que pour le suivi. Du coup, si elles regardent l'évolution de la consommation une fois qu'on a corrigé des effets du climat, elles vont vraiment pouvoir voir si on observe vraiment une diminution de la consommation. On peut passer au slide suivant. Voilà, donc ça, c'était un tout petit retour sur la méthode qui nous permet d'établir de faire ce calcul. En fait, la thermosensibilité, ce n'est pas une donnée qui se mesure, malheureusement. Ça ne peut venir que d'une modélisation. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met en regard, donc vous avez compris, la thermosensibilité, c'est le lien entre la consommation d'énergie et la température. Donc, on met les deux en regard et on fait une régression linéaire pour calculer finalement la relation qu'il y a entre les deux. Donc, c'est le petit graphe avec tous les petits points qu'on voit au milieu. On s'aperçoit qu'il y a une relation de linéarité en dessous d'un certain seuil. C'est bien sûr en dessous d'un certain seuil de température pour la thermosensibilité hiver et au-dessus d'un certain seuil de température pour la thermosensibilité été. Voilà. Et une fois qu'on a calculé finalement cette pente qui correspond à ce qu'on appelle le gradient de thermosensibilité ou la thermosensibilité, on peut dire les deux. Une fois qu'on a calculé cette pente, eh bien, ça nous permet de calculer la part thermosensible. Alors, comment on fait pour calculer la part thermosensible? Eh bien, on prend ce gradient de thermosensibilité, on le multiplie par ce qu'on appelle des degrés jours, c'est-à-dire par la quantification du froid ou du chaud qu'il a fait pendant l'année. Et ensuite, donc ça nous donne la consommation totale liée aux usages thermosensibles. Et une fois qu'on a cette consommation totale liée aux usages thermosensibles, on la divise par la consommation totale de l'année et ça nous donne cette fameuse part thermosensible. Donc,
pour vous dire que quand comme c'est pas quelque chose qui est mesurable, on a beaucoup travaillé cette modélisation. On continue à la travailler dans le sens où à chaque millésime, à chaque fois qu'on met à jour les données, on a toute une stratégie de recettes pour vérifier un certain nombre d'indicateurs et notamment la stabilité d'une année sur l'autre, la cohérence des données. Voilà, il y a une grosse batterie de tests et de recettes qui est lancée à chaque fois pour vérifier la qualité de cette donnée. Donc c'est vrai qu'elle peut paraître peut-être un peu faible ou un peu forte, ça dépend des zones géographiques, mais voilà, en fait, c'est vraiment une donnée, même si elle est difficilement, c'est pas quelque chose qui est palpable, néanmoins, c'est quelque chose qui est fait avec beaucoup de sérieux et avec beaucoup de vérification à la clé. Merci Maud. Il y avait une petite question sur la maille. Donc tu l'avais dit au départ, hein, c'est bien la maille Iris. Oui. Iris jusqu'à région. Oui. Ouais. Oui, pour la maille la plus petite, effectivement, c'est Iris. Alors, juste un point quand même, la donnée thermosensible pour les résidentiels est une donnée à caractère personnel, tout comme la consommation annuelle. La thermosensibilité et la part thermosensible sont des données annuelles. Donc, elles répondent aux mêmes règles de sécrétisation que la consommation annuelle. Donc, effectivement, sur certaines zones géographiques, elle est masquée. Et il y a une question supplémentaire, peut-être d'ailleurs une suggestion, savoir s'il serait possible d'avoir ces données uniquement pour des logements, par exemple, chauffés à l'électricité sur un Iris. Alors, à ma connaissance, c'est pas possible. Je vois bien l'intérêt. La seule chose, c'est que chez Enedis, nous ne disposons pas de l'information. On ne sait pas derrière un compteur, on a un usage chauffage électrique ou pas. En revanche, le calcul de la thermosensibilité nous donne des indications là-dessus. Une zone géographique ou par exemple un quartier où on a globalement une grosse thermosensibilité, on peut se dire qu'il y a un certain nombre qu'il y a beaucoup de logements qui sont chauffés au chauffage électrique. Et puis on a aussi évidemment les données d'INSEE à la maille quartier qui permettent aussi de voir le taux d'équipement au chauffage électrique. Mais par contre, compteur par compteur, on n'a pas cette information d'usage. Alors, il y a une question qui peut être adressée au SDES. Les données diffusées sur le site du SDES sont des consommations à climat réel. Est-il prévu d'ajouter des informations sur la part thermosensible dans ces données? Je ne sais pas si le SDES veut intervenir là-dessus ou dans le chat. Sinon, on va passer aux données de production. Donc, on termine cette séquence sur les données de conso. Oui. Ouais. Donc, alors là, si on comprend bien, les données LTECV, c'est les données locales. Oui. C'est ça. Donc, a priori, sur le site, on diffuse la thermosensibilité qui nous est communiquée par les opérateurs. La thermosensibilité. Et la part, les deux. Et la part. Donc ça, on diffuse, on ne fait aucun traitement et on ne fait aucune vérification sur le sujet. Et a priori, c'est des données à climat réel. Et nous, dans le bilan de l'énergie, dans nos bilans, on fait des retraitements pour avoir des données corrigées du climat, mais avec une autre méthodologie que celle qui est utilisée là. Mais pas dans les... On ne fait aucun traitement de plus sur les données locales. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, donc effectivement, ce qui est publié sur le site du SDES, ce sont bien les données mesurées, hein, donc les données effectivement à consommation réelle, à climat réel, pardon. Mais en effet, la part thermosensible figure, hein, tel que ça a été évoqué par nous précédemment. On retrouve dans les jeux de données publiés sur le site du SDES
en effet, les informations remontées sur la thermosensibilité. Merci pour la précision. Donc, on va rentrer dans la partie production, données de production. Alors, avec une première série de questions que vous voyez à l'écran, je laisse RTE prendre la main. Alors, on a une première question qui nous a déjà été remontée par mail, qui concerne les noms d'installations qui sont mis à confidentiel alors qu'il s'agit de grosses installations. Alors déjà, il faut décorréler et dissocier l'anonymisation qui consiste à anonymiser les noms d'installations confidentielles de la secrétisation qui concerne surtout les petites installations de moins de 36 kW. Donc en effet, il y a un souci là-dessus qu'on est en train de regarder côté RTE pour corriger cette année. Donc juste pour rappel, l'algorithme d'anonymisation qui consiste à identifier à partir des noms de famille mis à disposition par l'INSEE, tous les noms d'installations identifiés comme à anonymiser, du coup, sont mis à confidentiel. On les force à confidentiel pour ces raisons RGPD. Et donc, on va regarder ce point. Courant d'année, on a bien le point, il nous a été remonté. Donc, on anonymise à tort trop d'installations. Donc, le point est en cours d'investigation et on va apporter une correction en cours d'année. L'autre question portait sur les énergies négatives sur le registre également. Donc, côté RTE, ça correspond aux énergies annuelles injectées qui sont négatives. Donc, je confirme que ce n'est pas une erreur et que cela est tout à fait normal et que ça correspond aux installations qui font du soutirage lors des phases de maintenance. Et côté RTE, par ailleurs, on a une règle de gestion qui vient forcer à zéro les énergies annuelles produites pour ces installations qui ont des énergies négatives. Alors, côté Enedis, je vais prendre la parole, mais alors, je ne suis pas l'experte. Alors, en fait, ce que l'expert a expliqué, c'est que pour des installations en mesure d'index, parfois, il y a un index estimé peut être trop important. Et pour être compensé ensuite, eh bien, il est compensé par un index suivant négatif. Et du coup, Enedis envoie à RTE des volumes négatifs au moment justement de la compensation, sans que ce soit une erreur. Et en fait, ces valeurs ont pour but de compenser une énergie qui avait été trop surestimée précédemment. Et une fois qu'on somme ces énergies, donc l'énergie surestimée et ensuite l'énergie négative sur la période sur la période en question, et bien là on a la valeur positive qui correspond au véritable niveau d'énergie. Et ce qu'il faut noter, c'est que grâce au compteur communicant, eh bien on va observer de moins en moins ce cas problématique grâce à la télérelève. Et peut-être juste en complément, c'est un point qui effectivement a déjà été soulevé par plusieurs utilisateurs. On sait que ça peut être un irritant en avoir des consommations négatives sur un territoire. Donc on l'a remonté à la DGEC. Je ne sais pas si la DGEC est présente aujourd'hui. Si je vois que Ludovic Breton dans le chat répond effectivement que le travail est en cours en interne à côté des GEC. Donc on l'a identifié comme étant un irritant pour les utilisateurs et effectivement aussi un toilettage réglementaire envisagé pour le registre, comme c'est indiqué dans le chat par Ludovic Breton, ça sera vraisemblablement pris en compte. Alors, sur les points suivants. Alors, il y avait un point sur une demande d'accès plus complet sur les données d'autoconsommation.
donc notamment sur la colonne énergie annuelle glissante produite. L'internaute précise de soutenir, seules les valeurs RTE sont disponibles. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, Enedis a près d'1 million d'installations qui injectent sur son réseau, dont plus de 10 000 en HTA. Et en fait, pour avoir cette information d'énergie annuelle produite sur ce type d'installation, eh bien, il faudrait multiplier les comptages en fait auprès des clients. Il faudrait avoir des comptages spécifiques et sur un nombre aussi important. Eh bien, nous ne le faisons pas pour des raisons de coût et puis de sobriété aussi dans le volume des données à traiter. Voilà, on ne peut pas démultiplier les comptages auprès des clients et on ajuste la collecte à ce dont nous avons besoin pour notre mission de comptage auprès des acheteurs et des responsables d'équilibre. Donc, sur la question qui consiste à améliorer la filière bioénergie pour la colonne combustible, alors côté RTE, nous on répond à ce qui est mis dans l'arrêté, donc la liste des combustibles est celle de l'arrêté. Donc on est tributaire de ce qui a été déclaré par le producteur au moment de la demande de raccordement. Mais en effet, on voit que dans le registre, on voit que le libellé combustible de la filière bioénergie n'est pas ou peu renseigné. Donc on va réfléchir à une amélioration pour qu'elle soit renseignée. Mais en attendant, vous pouvez vous référer au code combustible qui, lui, est bien renseigné dans le registre. Sur la question des écarts entre les deux bases, donc le registre et l'autre jeu de données qui est le nombre d'installations d'au moins 36 kW par iris, effectivement, on nous a remonté des écarts. Donc, on a une action en cours côté RTE pour identifier la cause de cet écart. Peut-être une piste. Et ça concernait le registre 2023. Donc, après republication, donc je confirme que l'écart ne s'est pas résorbé. C'est une question du réseau rose pour la région Île-de-France. Et on va creuser ce point et revenir vers vous. Donc, on a une piste, ce serait peut-être lié au fait que les installations qui ne rentrent pas dans des lots d'agrégation, dans des agrégats, et qui ne soient pas comptabilisés, soient la source de cet écart à confirmer. Je pense que tu peux changer de slide, Aude. Alors, on avait une question sur les mailles EPT, sur la maille EPT. Peut-être que c'est un peu la même chose aussi que pour le PNR. On en a parlé tout à l'heure, c'est une maille que nous avons ajoutée par rapport aux données de consommation côté Enedis. Par contre, cette maille ne fait pas partie de l'article 4 de l'arrêté registre, qui ne prévoit pas d'agrégation à la maille EPT ou à la maille PNR. Et c'est pour ça qu'elle n'apparaît pas dans le registre. Mais par contre, c'est une maille, comme je disais tout à l'heure, qui peut être déduite assez facilement de l'information commune, parce que finalement, on peut la reconstituer en agrégeant les données d'énergie à la maille commune sur le périmètre de l'EPT en question ou du PNR. Alors, on a une autre question qui demande à disposer, s'il est possible de disposer des exports différentiels entre deux millésimes du registre.
Donc, c'est pas prévu de mettre en open data ce type de données. Mais en revanche, je pense que l'utilisateur peut faire le diff et peut réaliser cette action et voir les écarts de son côté. On a eu une autre question qui demandait à mettre en place une remontée d'informations automatisée depuis OpenStreetMap afin de ne pas avoir à faire les remontées manuelles en plus de la contribution de la communauté. Donc, c'est pas prévu à date, mais on est ouvert à réfléchir à ce sujet pour tout ce qui est remonté, que ce soit OpenStreetMap ou celle d'autres acteurs. Donc, ce qui permettra d'améliorer la qualité du registre. Alors, on a eu toute une série de questions, mais très, très précises sur les incohérences registres pour la région Occitanie. Donc, on les a traitées au cas par cas. Et comme elles sont très précises et portent sur des installations, on pourra faire un point annexe qui ne concerne pas tout l'auditoire. Donc, on les a examinés. On pourra vous faire un retour ou prévoir un échange dédié avec la REC Occitanie. Oui, tout à fait. On suggère à la REC Occitanie, en effet, de monter une réunion pour traiter les différents points qui ont été soulevés. Alors, j'ai l'impression que Ludovic Breton, côté DGEC, a perdu le son et qui souhaitait intervenir peut-être. Ah, mais se reconnecter. Très bien. Et on a donc de la part d'OpenStreetMap une proposition pour peut-être aussi avancer sur le sujet. Peut-être qu'on peut revoir ça aussi en bilatéral. Il y a donc 2 suggestions de bilatéral sur ces sujets registres. Alors, ensuite, des questions cette fois sur les données biométhane. Ah parfait, Ludovic Breton a récupéré le son. Est-ce que vous vouliez intervenir, Ludovic, peut-être? Donc, vous avez raté une partie de l'audio. Écoutez, on est désolé. Heureusement, c'est enregistré, donc vous pourrez disposer des échanges qui ont eu lieu a posteriori. On vous renverra le lien du coup des échanges qui ont pu avoir lieu sur le sujet. On terminait cette session sur le registre ELEC et on passe aux questions sur le biométhane. Je laisse la parole au gazier. Sur la première question, on avait besoin de compléments, besoin d'informations sur les données, sur des incohérences de données. On n'avait pas suffisamment d'éléments. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole sur le sujet. Oui, alors la question était portée effectivement plutôt sur les données du SDES. Le SDES avait posé un certain nombre de questions pour pouvoir apporter des réponses. Je ne sais pas si la personne qui avait posé la question est présente et veut éventuellement préciser, sans quoi ça sera toujours possible. Ah, je vois qu'il y a effectivement un participant. Vous avez la parole. Monsieur Vézel, vous avez la parole normalement, mais vous êtes en mute, je pense. Oui, désolé, j'étais en train de parler en mute, effectivement, je vous prie de m'excuser. Donc pour préciser les propos de mes remarques là dans le chat sur les incohérences que j'ai pu noter, parce qu'en fait on a pour
pour chaque ligne représentant un producteur dans le registre national des installations de production de stockage, on a plusieurs colonnes qui décrivent des puissances, puissance installée, puissance raccordée, etc. Et donc normalement il y a un référentiel là-dessus qui existe sur l'expression de ces puissances-là, puisque c'est des puissances sur lesquelles les producteurs échangent et font des déclarations auprès des gestionnaires de réseau de distribution qui remontent sa RTE. Et en fait, on voit qu'il y a pas mal d'incohérences, c'est-à-dire qu'il y a parfois une colonne qui est remplie et puis pas l'autre. On va voir qu'il y a des inversions un peu bizarres, c'est-à-dire qu'en principe, on peut avoir une puissance installée, par exemple en kilowatts crête pour du CRPV, qui est censée être supérieure à la puissance de raccordement. Et ben, on va avoir l'inverse parfois, et puis parfois c'est dans le bon sens, etc. Donc du coup, il y a plein de petites choses donc, sur lesquelles j'imagine qu'il y a un remplissage qui peut être perfectible et puis une transparence plus importante. C'est-à-dire, est-ce qu'on est bien certain que c'est rempli en kilowatts crête, en kVA. Voilà, il y a différentes unités. Donc je pourrais éventuellement, je me tiens à disposition de ceux qui souhaitent échanger sur le sujet pour faire une démonstration et puis préciser un petit peu ces choses-là. Du coup, ça a quand même son importance parce qu'on a constaté que dans Capareso, il y avait de très grosses erreurs sur ces puissances déjà raccordées qui permettent d'estimer justement les capacités encore raccordables sur un poste source pour les producteurs d'énergie renouvelable notamment. Et du coup, on s'appuie sur Audrey pour corriger et fiabiliser cette lecture de Capareso. Et malheureusement, on sait que c'est un peu imprécis parce qu'il y a ces doutes-là sur ces puissances-là. Alors c'est mieux que Capareso, mais on a quand même des questions. Voilà, je ne demande pas quelque chose au kilowatt près, mais bon, parfois il y a quand même des niveaux d'incertitude qui peuvent être importants dus à toutes ces questions-là et on ne retrouve pas réellement de ressources sur lesquelles s'appuyer, de ressources pédagogiques pour être sûr de voilà, c'est rempli de telle façon, ça exprime telle chose ou telle autre, chaque colonne, voilà. Donc un peu comme dans Capareso, quoi, il y a des intitulés. Mais finalement, quand on a des questions sur ces intitulés, on ne sait pas trop à qui les poser, on n'a pas de retour très précis. Et puis, quand on constate qu'il y a des erreurs, on ne sait pas trop à qui les remonter non plus, pour qu'elles soient. J'imagine que ce n'est pas évident de corriger tout ce qui a déjà été rempli par le passé, mais au moins désormais remplir les choses correctement. Voilà. Donc, si vous avez besoin de mes coordonnées, n'hésitez pas à me solliciter, je pourrais me rendre disponible quand vous le souhaitez pour vous exposer ce sujet-là dans le détail et vous présenter des exemples. Voilà. Merci effectivement pour ces précisions. Du coup, je comprends que c'était en effet pas sur les données biométhane qu'on voit à l'écran, mais plutôt sur le registre d'installation de production électrique. Oui. Merci en tout cas pour ces précisions. J'en profite puisque vous proposiez de mettre vos coordonnées. J'ai vu passer dans le chat la demande des coordonnées des interlocuteurs, enfin des personnes qui ont présenté aujourd'hui. Donc en effet, on pourra les envoyer. On peut peut-être d'ailleurs les mettre dans le chat directement et puis on les enverra de toute façon effectivement aussi aux participants. Et puis on l'ajoutera à la fin de la présentation aussi pour que vous puissiez les uns ou les autres nous contacter. Sur le biométhane, donc si on n'a pas alors je vois que Ludovic Breton indique un commentaire général, des évolutions du registre sont souhaitées par tous les acteurs ainsi que par la DGEC. Le travail dessus est entamé à la lumière de plusieurs nécessités, l'évolution des champs remplis, les erreurs et les incohérences relevées, le niveau d'agrégation, les accès au registre restreint, par exemple au DREAL. Merci effectivement pour ces précisions qui répondent en partie à ce qui vient d'être évoqué à l'instant. Sur les données biométhane, la deuxième question, donc c'était sur la même que sur le registre d'installation de production. Carole, peut-être? Oui. Ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les points d'injection de biométhane, donc on peut passer à le registre côté gaz, mais c'est les installations. Aujourd'hui, c'est une mise à jour qui est faite mensuellement. On modifie on rajoute les nouveaux points d'injection et on augmente les capacités quand il y a des augmentations de capacité qui ont lieu. Et on n'a pas prévu à date de publier une millésime de ce jeu de données. Il faut voir s'il y a en fonction des besoins, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a prévu.
S'il n'y a pas d'autres questions sur la partie biométhane, on peut passer aux données d'infrastructure, donc données de cartographie, avec une série de questions. La première portait sur l'ajout d'un certain nombre d'attributs, notamment les points de livraison, l'adresse, l'identification, le code secteur. Donc on voit que ça va assez loin dans la suggestion. Pour rappel, on ne peut pas publier l'ensemble de ces informations, hein, notamment, enfin, pour exemple, le point de livraison, c'est déjà une donnée à caractère personnel au sens où ça permet de réidentifier une personne physique. Donc on ne peut pas publier forcément toutes ces informations, et donc c'est pas prévu aujourd'hui qu'on rajoute tout ça à la cartographie des réseaux de distribution. Une deuxième question pour laquelle je laisse Enedis répondre. Oui, on avait une question sur les propriétaires de transformateurs HTA-BT. Est-ce qu'on peut les distinguer dans le jeu de données infrastructure d'Enedis? Alors, en fait, bon, déjà, on ne publie pas en open data les données de transformateurs, mais les données, enfin, les postes de transformation HTA-BT. Donc, il y a une petite nuance. Et dans ces postes de transformation HTA-BT qu'on publie, il y a bien les postes de distribution publique et les postes clients. Mais par contre, on ne les dissocie pas. C'est-à-dire qu'on ne dit pas dans le jeu de données ceux qui correspondent à la distribution publique et les autres. Et à date, on n'a pas décidé de faire cette distinction. Voilà pour cette question. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui n'entends plus ou si... Non, François, vous avez la parole normalement, mais vous êtes en mute, je crois. François, vous souhaitez parler, mais... Ah oui, pardon. Pardon, bonjour. J'attendais la confirmation. J'ai pas voulu voilà, pardon. J'espère que vous m'entendez. Bonjour à tous Oui, et à tous. on vous entend. Simplement, pour compléter la question qui est posée sur le point très précis des transformateurs, je compléterai avec le fil qui est ouvert hein, sur le forum de l'agence ORE. Cette question se pose pour l'ensemble de l'infrastructure. On a des lignes partagées, par exemple, entre transport et distribution. Et la question de la propriété des ouvrages est assez prégnante. Donc, en fait, au-delà du sujet des transformateurs, c'est vraiment sur l'ensemble du réseau en fait que ce serait intéressant d'investiguer ce point. Merci pour ce complément. On avait également une question qui portait sur la possibilité d'avoir des différentiels d'un millésime à l'autre. Alors c'est vrai que c'est une question côté agence ORE qu'on a eu à plusieurs reprises récemment. Donc on est en train de regarder comment ce serait possible de la traiter. Donc c'est vrai que c'est possible hein, pour un utilisateur de faire ces différentiels, mais on voit qu'il y a apparemment un besoin qui est partagé par un certain nombre d'acteurs. Donc on va regarder ça. Je ne peux pas vous dire à quelle échéance on pourra éventuellement proposer ces différentiels, mais sachez qu'en tout cas, on regarde ce point. Et sur la dernière question qui portait à nouveau sur les remontées d'informations automatisées depuis OpenStreetMap, à nouveau. Alors, donc là, ce que je peux vous répondre, c'est que Enedis n'a pas fait d'injection automatique des remontées OpenStreetMap à date parce que la qualité des données n'était pas suffisamment homogène.
En revanche, Enedis a utilisé ponctuellement des données OpenStreetMap à des fins de contrôle du positionnement des poteaux HTA ou BT. Voilà, c'est ce que l'expert m'a remonté. Et François voulait à nouveau prendre la parole. Oui, je voulais compléter sur le point des différentiels. En fait, il y a un détail. En théorie, effectivement, le réutilisateur, il peut faire le diff, mais il faut savoir que c'est très compliqué parce que les fichiers sont volumineux, qu'il s'agisse du registre ou des données d'infrastructure. Et là où on pense à une piste sérieuse, c'est qu'en tant que producteur de la donnée, en fait, vous avez accès au flux des éditions. Sur une période de 6 mois, par exemple, vous savez retrouver les éditions qui ont été faites sur la donnée en question. Et donc, vous avez des facilités en fait, que le réutilisateur n'a pas pour consolider le diff en agrégeant en fait, au fil de l'eau les modifications qui sont faites. Ça éviterait des traitements en fait, très lourds parce qu'en aval, on a beaucoup de difficultés. Et d'ailleurs, en matière de cartographie, en fait, on ne peut pas forcément faire de différentiel précis parce qu'il suffirait qu'il y ait un recalage sans modification en fait, de l'objet pour que nous, ça apparaisse en différentiel, alors que ce n'est pas forcément évident. Et là-dessus, vous seriez arbitre en fait, de ce qui passerait dans le différentiel ou non. Donc, c'est ce détail-là, rôle privilégié du producteur de données qui fait toute la différence. Et pour ce qui est de la remontée d'informations depuis OSM, alors je remercie Enedis d'avoir regardé ce point et on en discute régulièrement avec Jean-Pierre Moreau. Le sujet n'est pas forcément mature côté distribution, mais cette remarque s'adressait surtout sur le transport. Sur le transport, on a une donnée homogène. On est tout à fait capable de vous fournir nos éditions et on fait au passage des différentiels sur vos propres données. C'est comme ça qu'on s'est aperçu, par exemple, des 2000 modifications sur le jeu de données des pylônes en décembre. Je pense que la plupart n'ont pas lieu d'être. Et ça, on est carrément capable de vous fournir le retour. Ça a été donné plusieurs reprises dans les échanges par mail avec Audrey. En réalité, on passe un temps énorme à traiter de points ponctuels par mail. Moi, je veux vous envoyer un flux. En réalité, on a beaucoup trop de remontées à vous faire, y compris sur le transport. Donc, c'est quelque chose qu'il faut regarder, y compris sur l'infrastructure, parce que je peux vous assurer qu'on ne vous remonte pas tout ce que nous trouvons, malheureusement. Merci pour ces nouvelles précisions. Alors, je crois qu'il doit rester une série de questions. Enedis. Alors, donc la question suivante, c'était: à cela s'ajoute un besoin d'enrichissement attributaire des données électriques. Donc là, ce qu'on peut répondre, c'est que nous préparons actuellement l'ajout à l'open data du matériau des poteaux. Par contre, ce ne sera pas forcément une donnée qui sera renseignée systématiquement parce que dans nos bases, on n'a pas toujours l'information. Mais voilà, en tout cas, quand on aura l'information, on le précisera. Ensuite, on avait une question sur la nature des conducteurs isolés nus pour les réseaux de distribution. Donc là, ce que m'a dit l'expert, c'est qu'à date, Enedis n'a pas pris la décision de publier ces données en open data. Pareil pour les noms des postes HTA, HTA et HTA-BT. Et puis, il y avait une dernière question sur des jeux de données supplémentaires, et notamment l'inventaire généralisé des appuis aériens. Et là, alors, à moins qu'on n'ait pas bien compris la question, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on publie déjà en open data l'inventaire des poteaux dont on dispose. Alors, en fait, je suis l'auteur des 4 questions. Et je vous remercie encore une fois de les avoir pris pour votre compte parce que, en fait, et c'était peut-être pas clair dans le formulaire, c'est une excellente nouvelle que vous envisagiez de la publication du matériau des poteaux. On sera ravis de l'intégrer comme le reste des informations, évidemment. La question des familles de support, c'est plus pour RTE. Je dois vous dire qu'on a finalisé l'inventaire de 30 000 supports en 2024.
j'aimerais ne pas avoir à faire les 230 000 autres supports. Ce serait vraiment sympa parce que, bon, c'est intéressant, mais on a encore une fois beaucoup mieux à faire ensemble, je pense. Et donc, c'est pour ça que je posais la question. Et pour ce qui est du reste des questions, en réalité, ça s'adresse plutôt aux ELD. Parce que sur les poteaux, on a bien les données Enedis et bon, ça suit son cours, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai encore de nombreuses résistances côté ELD. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi les ELD ne publieraient pas leurs poteaux alors qu'Enedis le fait. Entre autres, bien d'autres sujets sur cette question, mais les ELD sont vraiment très attendus sur la zone. Et pour les noms, en fait, c'est l'inverse. Pour les noms, c'est les ELD qui publient les noms des postes et Enedis ne le fait pas. Du coup, il y a peut-être une uniformisation à faire pour tirer pleinement parti de ce que sait faire l'agence Auré et qu'elle fait très bien d'ailleurs en agrégeant en fait l'open data des différents acteurs de la distribution. Alors, peut-être juste une précision sur ce point, parce qu'effectivement, François l'a évoqué, il n'y a pas qu'Enedis, il y a bien effectivement la position des ELD. C'est un sujet qui a déjà été évoqué de nombreuses fois auprès des ELD et voilà, qui a fait l'objet de nombreux échanges. Comme vous le savez, les GRD, enfin, les ELD sont nombreux, donc c'est difficile d'avoir une unanimité sur un sujet. Or, c'est vrai que jusqu'à présent, en tout cas, pour nous, les décisions, elles sont prises quand tous les acteurs de la distribution sont d'accord. Donc, voilà, c'est pas forcément simple d'aligner tout le monde. Ce qu'on pousse côté agence Auré, effectivement, c'est au moins la possibilité dans nos jeux de données, puisqu'aujourd'hui, c'est le plus petit commun dénominateur. Si un acteur ne veut pas publier, on ne publie pas, on publie pour aucun. Ce qu'on souhaite pousser, c'est effectivement de permettre à ceux qui veulent bien publier davantage de données de les publier, voilà, sans forcer les autres, ceux qui, pour X raisons, et ça leur appartient, ne souhaitent pas publier, de ne pas publier sur leur périmètre. Donc on aurait des jeux de données qui effectivement ne seraient sans doute pas homogènes, mais qui permettraient sur certaines zones d'avoir des données plus riches. Donc ça, c'est la position aujourd'hui qu'on défend côté agence Auré. C'est pas tranché non plus, donc là-dessus, ça continue à évoluer. Et évidemment, vous serez tenu au courant des éventuelles avancées sur la question. Voilà, et je crois qu'on a quasiment... Je suis ravi je serais ravi de poursuivre ces échanges avec vous. Faut vraiment pas hésiter à nous solliciter parce que là, il y a des points en suspens. On ne va pas les résoudre ce matin, j'en ai bien conscience, mais oui. Il faut vraiment revenir vers nous parce que nous, on avance, on propose des choses, mais souvent, on a l'impression que ça c'est pas reçu en fait en face. Donc, franchement, on est là et on sera ravis de contribuer. Merci. Alors, les dernières questions, suggestions qu'on a reprises là. Donc, la première concernait les plateformes open data, avec la remarque que ces plateformes devraient héberger l'intégralité des données publiées par les organisations partenaires. Donc un petit rappel pour l'agence Auré, effectivement, depuis fin 2023, l'ensemble des distributeurs ont mutualisé leur catalogue de jeux de données, donc tous les jeux de données qui sont produits par les distributeurs sont accessibles en un point unique depuis effectivement la plateforme Agence Auré. Donc vous pouvez y accéder en un point unique. On réfléchit encore en permanence au moyen d'améliorer le parcours client. On sait que c'est pas forcément évident, mais donc on a en tout cas cette première étape pour la partie distribution qui a été menée. Et je laisse les autres compléter. Alors, on avait une question sur la centralisation des données ouvertes pour Enedis. Donc, ce que je rappelle, c'est que depuis l'année 2024, justement, nous centralisons l'accès aux ressources en accès libre sur le site www.data.enedis.fr. Donc, sur ce site, on y trouve les jeux de données de l'Open Data des GRD, les jeux de données d'Enedis. On y trouve aussi en accès libre
des services comme le bilan de mon territoire qui expose voilà, une synthèse des agrégats de consommation et de production d'électricité et de gaz voilà, en France, sur différentes mailles, allant jusqu'à la maille commune. Et l'objectif de ce service, c'est d'aider les collectivités à réaliser leur PCAET, leur plan climat, air et énergie territoriaux, et aussi de les aider dans le cadre de la loi d'accélération des énergies. Et puis, on a aussi sur data.enedis.fr un lien vers l'Observatoire français de la transition écologique qui présente les indicateurs clés des indicateurs clés de la transition écologique. Voilà, donc on a vraiment essayé de centraliser sur une espèce de hub toutes les ressources en accès libre d'Enedis. Je l'ai indiqué par écrit dans la conversation, mais vous me confirmez qu'il y a quand même d'autres sites qui ne rentrent actuellement pas sur data.enedis.fr. Mode inflexibilité enedis.fr, par exemple, c'est pas sur votre périmètre. Alors là, moi, j'ai parlé de tout ce qui était vraiment en open data. Voilà, j'ai parlé des ressources open data. Après, il y a peut-être effectivement encore des efforts à faire pour regrouper davantage, peut-être pour afficher davantage de catalogues et toujours pour centraliser plus. Mais voilà, on a fait déjà un gros travail l'année dernière de centralisation. Oui, non, c'était pas pour vous accabler particulièrement, parce que je sais bien hein, ce processus. En fait, c'est plus par rapport à d'autres discussions qu'on a eues dans d'autres cercles, à la Creux par exemple. On nous avait opposé une volonté de différenciation sur cette plateforme des flexibilités qui moi, selon mon prisme d'utilisateur, n'est pas lisible du tout. Et j'ai l'impression que ce message que nous semblons partager ce matin sur la nécessité de centralisation, bah, il est pas entendu. Donc, alors peut-être, enfin on va pas rentrer dans les détails, mais si je prends l'exemple de la plateforme flexibilité, c'est dans le cadre de réponse à des appels d'offres, c'est quand même très particulier. Donc il y a un outil effectivement dédié qui s'adresse à des acteurs très spécifiques et dans le cadre d'appels d'offres, encore une fois. Donc tout ne peut pas être mis sur un site open data. Enfin, l'objet d'un site open data avant tout, et de nos plateformes open data avant tout, c'est de publier des jeux de données. C'est pas de publier des informations liées par exemple à un appel d'offres. Donc on peut pas tout mettre dans tout non plus, quoi. Je pense qu'il est légitime aussi d'offrir des canaux dédiés quand il y a des sujets extrêmement précis. Mais je laisse peut-être aussi RTE apporter ses éléments de réponse sur le sujet. C'est à propos de quelle question? Sur la question qu'on voit à l'écran, là, les initiatives les plus récentes qui ne passent pas par Audrey. Oui, excuse-moi, j'étais en train de répondre à une question. Alors, effectivement, sur côté RTE, on a différents sites. Hein, parmi ces sites, on a le site de référence que vous connaissez peut-être, qui est le portail analyse et données. Hein. On vous a remis le lien dans le slide, et qui, lui, mêle à la fois des données brutes et des analyses, et qui contextualise les données, qui met en perspective les évolutions et les tendances du système électrique. On va avoir d'autres portails comme Economix ou le site institutionnel surtout pour les données temps réel, que vous connaissez déjà peut-être. On a également le portail service qui, lui, s'adresse plus à un public de professionnels, y compris aux clients de RTE, et qui donne aussi une vision marché de l'électricité. Et enfin, on a le portail Audrey, qui est l'initiative de RTE et de Natran, et qui présente surtout une sélection surtout des données brutes, on va dire, qui se veut assez factuel et neutre sur les données, qui est tout de même avec une volonté tout de même de mettre en open data les données dont on dispose, et de fournir un contenu pédagogique via des tutos et des dataviz.
et qui favorise également la reprise et l'exploitation de ces données via la fonctionnalité d'API, notamment pour les acteurs en territoire ou même les citoyens. Oui, mais Samia, vous savez que les sites que vous mentionnez, ils ont leur raison d'être et c'est tout à fait pertinent, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais on a eu récemment, et c'était ce qui était mentionné dans la question, la publication des contraintes et la mutualisation des raccordements qui ont créé leur propre circuit, alors que ça aurait pu être fait directement chez vous, en fait. Et ça, j'en ai discuté avec les personnes concernées directement. Ils ne savaient même pas qu'ils pouvaient le faire. Donc, en fait, il n'y a pas de faute. Hein. Il y a, tout le monde, non, effectivement, c'est l'historique. Il y a dit, enfin, voilà, on hérite de pas mal de sites et de lieux d'exposition. Hein. Après, c'est sur la partie cap à réseau, moi, je peux voilà, je me suis positionnée sur la partie Audrey que je connais un peu plus, mais effectivement, il y a des sujets. Il y a des sujets effectivement à traiter hein, sur les différents lieux d'exposition et c'est. Alors, on a également une question là dans le chat qui parle de data.gouv en disant il me semble que data.gouv propose de référencer des catalogues d'open data tiers. Donc, je confirme hein, à la personne qui a mentionné ce commentaire que les différents open data dont on parle aujourd'hui, que ce soit Audrey, Agence Auré, enfin l'ensemble des jeux de données publiés par les distributeurs ou les transporteurs, sont bien moissonnés sur data.gouv. Hein, donc, ils sont effectivement présents. Nos différents jeux de données sont présents sur data.gouv. De ce point de vue-là, il n'y a pas d'ambiguïté. On arrive au terme de ce créneau. On avait prévu que ça s'achève vers midi et on espérait vous laisser un petit peu de temps pour les questions et les besoins de suggestions, mais en même temps, ça a été quand même pas mal évoqué au fil de cette session. Je pense qu'on n'a pas pu répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées dans le chat. Certaines nécessitent aussi des précisions hein, ou des échanges bilatéraux. En tout cas, pour les questions un peu plus génériques et qui pourraient effectivement amener des réponses, on les intégrera dans le support hein, autant que possible et qu'on diffusera par la suite sur nos sites respectifs hein, et puis à ceux qui nous auront laissé leur mail, on pourra aussi adresser le support en direct. Voilà, donc normalement vous avez également nos adresses mail qui ont été diffusées dans le support de conversation, enfin dans la conversation de la réunion. Voilà, je ne sais pas si parmi les partenaires, certains veulent ajouter un dernier mot. Je note avant de déconnecter. Pourriez-vous me confirmer que le transcript du chat sera inclus dans le replay? Alors non, pas le transcript du chat. En revanche, on pourra essayer effectivement de faire un copier-coller des échanges. Ça, c'est noté. Et alors, y a-t-il un contact à privilégier pour le sujet des bornes de recharge électrique? Alors là-dessus, est-ce que quelqu'un aurait la réponse en direct sur ce sujet-là? Est-ce que la question s'adresse côté DataGouv, parce que la source des données, elle est sur le site data.gouv, ou est-ce que ça concerne la réutilisation de ces données via Audrey? Mais effectivement, la personne peut nous contacter ou contacter la balle générique Audrey. On verra ce point ensemble. Merci. Eh bien, s'il n'y a plus d'autres questions, il nous reste à vous remercier pour votre participation active. Il y a de nombreuses questions et c'est vrai que c'est toujours intéressant pour nous en tant que producteurs effectivement de données d'avoir des échanges avec les utilisateurs et on pense que si vous êtes là, c'est que c'est sans doute aussi intéressant de votre côté d'avoir des échanges avec les producteurs des jeux de données. Donc on aura probablement l'occasion de poursuivre ce type de format. N'hésitez pas pour ça à remplir le questionnaire de satisfaction. Hein, j'ai remis le lien effectivement dans
dans la conversation, vous pouvez aussi l'avoir là en QR code. Et puis, vous aurez aussi éventuellement le lien avec la présentation qui sera diffusée.